Je vais commencer les présentations. Donc, Audrey Fontaine, j'ai l'honneur de présider la session de l'Association des internes, donc l'AFEP, Association française fédérative des étudiants en psychiatrie. Donc une association qui représente les internes en France. Je suis la présidente sortante, j'ai fini mon mandat là à la fin novembre, et du coup la nouvelle présidente, malheureusement avec les grèves, est retenue sur Paris. Mais en tout cas, vous aurez de ces nouvelles si ce n'est pas déjà fait très bientôt. Avec moi aujourd'hui, trois personnes qui vont vous parler d'indépendance. Je vous propose de les présenter au fur et à mesure des sessions. Donc on va commencer par Robin. Robin Jouan, qui est interne en psychiatrie à Nice, ici, actuellement en interchu à Montpellier, qui est en 3e année, qui était déjà dans le bureau l'année dernière et qui a porté une enquête nationale sur justement un peu le regard des jeunes vis-à-vis de l'indépendance. J'en dis pas plus parce que c'est dont il va vous parler. Donc, du coup, l'année dernière était dans le bureau de l'AFEP en tant que coordinateur syndical et qui maintenant est trésorier. Et je pense que j'ai rien oublié. Donc merci Audrey pour la présentation, pas d'erreur. Et merci à vous d'être venus pour cette présentation qu'on va essayer après de rediffuser. On a déjà eu pas mal de demandes sur le sujet. Donc moi, je vais ouvrir la session et je vais planter le décor en vous présentant les résultats de cette grande enquête. Si le diapo veut bien se lancer. Donc ça c'est donc la thématique, et donc voilà, l'intervention c'est interne en psychiatrie et industrielle de la santé. Où en sommes-nous? Évidemment, il faut commencer par une déclaration de lien d'intérêt. Nous ne sommes pas avec des industriels de la santé en lien avec la santé mentale et la psychiatrie. Par contre, comme lien d'intérêt, j'ai participé à l'organisation de la journée de l'esprit critique à Nice qui portait sur ce sujet-là. Il y a eu 3 éditions. Je fais partie du membre du bureau de la FEP et j'ai travaillé par le passé avec Paul, notamment sur des sujets sur le classement des UFR de médecine. Donc, voilà mes liens d'intérêt. Alors, le sommaire, donc on va aller vite, on va parler des résultats et après on pourra échanger et on pourra aussi garder du temps pour rebondir sur d'éventuelles questions. Alors, l'indépendance, ça c'est un peu j'ai mis un petit pot pourri de l'indépendance. Il y a plein de choses. Il y a l'indépendance, déjà c'est un sujet d'actualité, que ce soit en médecine mais pas que. Il y a eu plein de sujets, que ce soit entre autres Mediator, les Votirox. Il y a aussi des actions sur l'indépendance, la campagne menée par l'association des internes de Medjay, No Free Lunch. Il y a des livres des fois, voilà. Il y a aussi plus récemment de l'actualité législative, où au final dans la loi de santé qui est passée cet été, il y a eu une restriction des hospitalités par rapport aux internes, et des fois ça peut donner des choses un peu atypiques, comme on peut voir là en haut sur un congrès à Lyon, où il disait que au final les internes en France n'avaient pas le droit au panier repas. Donc on verra ce midi si on pourra manger ou pas. Juste pour soulever le sujet. L'idée c'était de vous réveiller avec tous ces sujets, et en contrepartie je vous ai mis un petit café avec un petit cœur pour dire qu'on parlera ça mais avec bienveillance et qu'il n'y a aucun sujet tabou. Alors, conflit d'intérêt, moi j'aime bien avant chaque présentation d'aller un peu sur la toile pour voir un peu ce que ça donne. On tape conflit d'intérêt médecine sur Google, il y a plus de 12 millions de résultats. La dernière présentation à la FEP, c'était sur le burn-out, toutes ces choses-là, on était à 1 million. Donc c'est 10 fois plus présent, entre guillemets, que ce sujet. On trouve une définition qui est plutôt correcte sur l'intérêt, quand il y a un conflit entre l'intérêt personnel et celui d'un tiers. Des sites comme Formindet, des articles, et aussi sur les réseaux sociaux récemment, les derniers tweets en lien avec ce sujet. Par exemple, un tweet de vidéo avec un assureur d'une étudiante en médecine, des commentaires d'un congrès de Medjay ou une externe qui dit c'est bien, il n'y a pas de conflit d'intérêt, et aussi par exemple un article sur la collaboration Cochrane, que vous connaissez sûrement, et qui en crie sur les conflits d'intérêt. Donc il y a dans tous les sens, en tout cas, on ne peut pas ne pas entendre parler de conflit d'intérêt. Donc l'introduction étant faite, l'enquête à FEP, elle a eu lieu durant l'été, donc de mai à juillet. On a eu à peu près 200 réponses. Elle a été, celle-ci, diffusée uniquement sur les mailings adhérents et référents, dans l'idée d'éviter des réponses de gens qui
qui n'auraient pas eu le lien directement. Donc ça explique aussi en partie pourquoi il y a eu moins de réponses qu'aux précédentes enquêtes qui étaient diffusées largue manu sur les réseaux sociaux. Voilà. Alors, il y a eu, et aussi une des choses, c'est qu'il y a eu beaucoup de questions. Donc elle était assez longue à remplir. Il y avait 4 grands types de questions. Des questions sur la population, donc ça c'est pour identifier les répondants, et les critères généraux des répondants. Des questions sur l'exposition aux interactions avec les industriels, avec les industriels de la santé, des questions sur les ressources, sur l'indépendance, et des questions d'opinion générale de la population. Alors, donc la population, au final, rien de surprenant, une majorité de femmes qui sont entre 24 et 32 ans. Les réponses, on a essentiellement des phases de consolidation et d'anciennes réformes, forcément, puisqu'ils sont plus nombreux, le DES étant en 4 ans. Donc vous avez la répartition, et on voit quand même qu'il y a eu un petit intrus qui a répondu au questionnaire malgré la diffusion restreinte. Donc s'il est dans la salle, pas qu'il se dénonce, mais ça va être rigolo d'échanger. Donc malgré la diffusion un peu restreinte, il y a eu un peu des échappements. La population des répondants, il y a d'autres questions qui serviront à d'autres études sur s'il y a eu des hors-filières ou pas. Au final, on a 27%, il y a le détail, ça on pourra y revenir plus tard si besoin. Et s'il y a eu d'autres cursus avant médecine, c'est toujours intéressant, il y a des sciences du langage, des choses comme ça, ça correspond aux données qu'on a. Voilà, on s'échappait un petit peu. Donc la répartition en fonction des villes, on a eu à peu près toutes les villes, vous avez la répartition. Si on les classe par ordre de réponse, ça nous donne ça. Paris, Toulouse, Lille, Montpellier. Et si on les classe en ratio par rapport aux tailles de promo, au final, les villes qui ont le plus répondu, c'est Tours, Toulouse et Montpellier-Nîmes. Donc s'il y a des représentants dans la salle, je les félicite pour le relais qu'ils ont pu faire de notre enquête. Voilà, c'était le petit clin d'œil rigolo. Donc, on vient sur les questions de l'exposition, donc entre guillemets la partie état des lieux, des liens avec l'industrie. Donc la question était la suivante, en fait, c'est est-ce que vous avez déjà rencontré les interactions suivantes avec un industriel de la santé ou un de ses représentants employés durant l'internat, et si oui, à quelle fréquence? Et cette question a été mise à chaque fois pour la liste des... On a essayé d'inventer les choses les plus larges possibles comme interaction. Donc il y a la visite sur le terrain de stage, la participation à un staff, participation à la visite de patients, des objets publicitaires de faible valeur, un stylo ou de plus forte valeur, par exemple un disque dur, des objets non publicitaires. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Un exemplaire d'un produit commercialisé par le labo, des dépliants, flyers, un courrier, un mail, un SMS, une invitation à un repas, participation à une étude sponsorisée par un labo, invitation à un congrès non organisé par le labo, à un qui est organisé par un industriel, rencontrer un industriel sur un stand d'un congrès, assister à un symposium organisé par un industriel et autres. Alors, on en a souligné quelques-uns en rouge parce qu'au final, si on va vraiment dans les termes, dans les critères de la loi, c'est interdit déjà de donner des échantillons, donc cette partie-là. Et aussi les objets, les cadeaux, en fait à la loi anti-cadeau, un objet offert non publicitaire, c'est un cadeau, donc en soi, ça devrait être interdit. Et après, on pourra rediscuter aussi par rapport aux objets publicitaires, parce que le cadre légal est un peu compliqué à cerner. Et aussi, se pose la question de la visite dans les services. Participer à la visite d'un service. Alors au final, les résultats, ça donne ça. Si on les classe par exposé versus non exposé. Donc au final, ce qu'on voit, c'est par rapport aux internes, quasiment tous ont eu contact avec des bilans d'information, des visites sur un terrain de stage d'un visiteur, invitation à un repas organisé, soirée labo, entre guillemets, intervention lors d'un staff, et objet publicitaire de faible valeur, et voire sur un stand d'un congrès ou un symposium organisé. Après, on est dans des choses qui sont moins de la moitié des effectifs. Donc on voit vraiment que tous les internes répondants sont exposés au moins à trois types d'interventions.
Et on remet ceux qui étaient là, qui étaient en rouge, mais qui sont quand même présents. Et l'objet offert donc publicitaire, le cadeau, on voit quand même qu'il y a une part assez importante. Donc on peut se poser la question aussi de l'application de la loi. Et la même question, mais en rajoutant la gradation, parce qu'on voit que la majorité des internes ont 2-3 ans dans le cursus. Donc si on part sur 2 ans, au final, si on dit 4 visites, ça veut dire 1 visite par semestre, si on fait une approximation. Et au final, on voit que certains ils sont à 5 à 10 ou à plus de 10 fois. Donc on voit que pour certaines choses, c'est des actions quand même assez récurrentes. Ce n'est pas des actions isolées dans le cursus. Donc c'est intéressant, on retrouve le même, sauf exception, la même classification, et ça permet vraiment d'avoir des données chiffrées sur ça. La réponse autre, il y a eu un peu de choses. La première, je trouve, qui est intéressante. Quelqu'un dit que sa mère travaille à Sanofi, mais qui n'a pas de réseau de visiteurs. Il y avait aussi un interne qui a contacté un industriel pour avoir une bande dessinée sur une thématique. Et les 2 autres, c'était un peu des redondances, mais qui ont été mis dans l'autre. Et après, on a fait la même chose, on a pris les mêmes, et après, on s'est dit, est-ce que parmi ces situations, lesquelles vous avez refusé ou évité? Et on retrouve ça. Donc, au final, la partie grise, c'est les gens qui n'ont pas rencontré cette situation. Et parmi ceux qui l'ont rencontré, vers ceux qui l'ont évité systématiquement, à rouge, jamais évité. Et les 2 autres couleurs, c'est les intermédiaires. Et au final, ce qui peut être intéressant, c'est déjà de voir que c'est souvent accepté, on va dire, si on le voit, parce qu'il y a une majorité des teintes plus sombres que du vert jaune. Et on pourrait pousser l'analyse plus profondément en voyant les ratios vert sur rouge. C'est-à-dire qu'on peut voir que, et donc c'est ce qu'on a fait ensuite après. Je me suis amusé sur Excel, c'est fantastique ce logiciel, on y perd des journées, on fait des beaux graphiques. Et on peut voir donc l'évitement, et on peut voir en bas les choses qui sont les plus évitées, en nombre absolu, et les choses qui sont le moins évitées. Et même on pourrait, ça je ne l'ai pas fait, analyser le ratio vert sur rouge. On va dire quel élément est proportionnellement plus évité, ou quelle est l'action qui est la moins évitée. Donc ça peut être intéressant aussi, à la fois pour nous ou même pour un industriel, de se dire quelle action est le plus efficace pour sensibiliser les gens. Donc on avait des éléments, et au final on voit que les choses qui sont moins refusées, alors souvent, mais pas tous, c'est les objets qui sont des choses un peu plus de forte valeur. Mais il y a le congrès qui était... Voilà, mais au final, on revoit un peu la même répartition. On pourra en revenir s'il y a des questions sur ça. Il y avait des réponses autres en pourquoi ils refusaient. Je pense qu'on pourra en faire une analyse a posteriori. Il y en a beaucoup, on va pas s'apesantir sur ça. Les questions, et on avait mis cette question-là ici, c'était une petite question piège parce qu'on la réanalysera par la suite. C'est une question de positionnement. Est-ce que vous pensez que les interventions de l'industrie peuvent influencer nos propres habitudes de prise en charge? Donc au final, il y en a quand même un peu plus de la majorité qui sont d'accord. Donc on a, en regroupant à côté plutôt d'accord et tout à fait d'accord, on a un 93 et pas d'accord 73. Et ça, j'ai reposé d'autres questions similaires dans la suite du questionnaire, et en fait on va pouvoir les réanalyser ensemble après. Vous allez voir, c'est le petit teasing. Les questions sur les ressources, je vais avancer un petit peu. On a posé plein de questions sur les ressources qui existent. Donc à chaque fois, on demandait « As-tu déjà vu, entendu parler de telle ressource ?» Donc le site Transparence, il y en a la moitié qui le connaissent. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai mis à chaque fois des petits QR codes sur chaque outil, si vous voulez avoir le lien direct. Donc on se connaît. Moi j'ai trouvé un homonyme, un Jouan Robin, mais qui est dentiste à Lyon. Bon, il y a eu 2 Robins. Mais on peut voir toutes ces choses-là, à la fois les avantages, les conventions et les rémunérations. Sur ce site, au final, la majorité, parmi ceux qui le connaissent, il y en a une grande partie qui n'y sont jamais allés, parce qu'on voit que c'est quand même assez important. Et sur ceux qui sont allés, la plupart des fois, ils sont allés qu'une seule fois dans l'année. Et qu'est-ce qu'ils ont consulté?
majoritairement les données sur eux-mêmes, mais aussi sur les médecins du servir, les professeurs de la spécialité, et aussi, un peu moins fréquemment, d'autres médecins, leurs co-internes. Donc c'était intéressant de voir quelles ressources ils recherchaient dessus. Les nombres de lignes, donc le nombre d'avantages, on voit que la majorité en ont quand même, mais moins de 10. Et il n'y en a que 23 qui n'en ont pas. Après, il faudrait faire une analyse plus poussée en prenant les premiers semestres, sachant qu'il y a un délai entre le moment où l'avantage a eu lieu et qu'il est tracé sur la base de données. Donc on pourrait affiner. Et on leur a demandé ce qu'il y a des erreurs. Et au final, la majorité, il n'y en a pas, mais il y en a quand même un certain nombre. Mais elles sont autant en plus ou en moins. Il n'y a pas vraiment de grosse différence. Les erreurs, elles ne sont pas dans un sens. La charte éthique de la conférence des doyens de médecine et dentaire, qui a été faite il y a 2 ans, novembre 2017 de mémoire, est-ce qu'ils la connaissent? Il y en a quand même plus d'un quart qui la connaissent, mais au final, il n'y en a que 3% qui l'ont lu, qui connaissent ce contenu. C'est intéressant. Ça existe, mais on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans. Et est-ce qu'ils pensent qu'elle est vraiment appliquée? Il n'y en a que 9%. Donc là, il y a des détails, au final, quelques éléments, que les enseignements doivent être faits en DCI, qu'il n'y ait pas de support de l'enseignement fait par des labos, et que les étudiants, surtout, ont le droit d'exercer un devoir de réserve s'ils se sentent dans une situation d'influence en disant « non, je ne veux pas être exposé, je refuse ». Et c'est couvert aussi en conseil du VF. Eurosfordoc, un site qui, au final, présente de manière un peu plus touchy les éléments de transparence. Donc vous pouvez régler plein de choses, vous pouvez régler tel labo, tel congrès, tel individu, qu'est-ce qu'il a reçu, vous avez différentes répartitions avec les montants. Là, c'est 5% seulement qui connaissent. Je vous invite à y aller, c'est vraiment, on y perd des heures, c'est passionnant ce site. Le livret de la troupe du rire, que je vous conseille, si vous le connaissez, vu que vous ne le connaissez pas, vu qu'il n'y en a que 9% qui le connaissent, de le lire. Il est très court, ça se lit en 20 minutes, c'est super, il y a des belles infographies, ça vous donne vraiment les éléments les plus basiques sur les conflits d'intérêts et l'indépendance. Et en plus, le format se met pile dans la poche de la blouse. Donc, alors, il y a les QR codes, vous avez mis le PDF, mais on trouve sur Google, mais avec les QR codes, ça vous balance directement sur le fichier. Et puis après, je vous donnerai les liens s'il y a besoin. Le guide OMS sur la promotion pharmaceutique, qui date de 2013, qui étonnamment, moi ça m'étonne, est très connu. En tout cas, les gens ont répondu qu'ils le connaissaient ou qui en ont entendu parler, 22%. Et en résumé, pour ceux qui veulent noter des chiffres, j'ai fait la gradation. Donc le plus connu, transparence 54%, charte éthique 31%, le guide 22%, Eurosfordoc et livret de troupe du rire. Oh, j'ai inversé, je suis bête. J'ai inversé. Au final, les organismes plus étatiques, les choses plus sont plus connus, plus déclarés à être connus. Et l'autre question, est-ce que vous avez assisté à une formation sur les liens d'intérêt? La bonne nouvelle, c'est que presque un tiers y ont assisté. Et on a vu que certains même l'ont eu à plusieurs reprises. Ce que vous voyez durant le premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle, et quand c'est combiné. Donc au final, s'il y a une note positive, j'ai envie de dire, ça serait celle-ci. Et l'autre chose, est-ce que vous seriez intéressé par une formation sur ça? La majorité dit oui. Et ça, je pense que ça sera un beau tremplin pour l'intervention, la troisième intervention. Les questions de positionnement, avant de finir, au final, l'état de l'opinion, si on donne un coup de sonde sur les idées des internes, c'est la même question. Est-ce que vous pensez que les industriels peuvent influencer les internes que tu connais? Donc ces résultats-là. Les médecins que tu as rencontrés. Est-ce que ça peut influencer la vision des patients sur les professionnels de santé? Et tes habitudes de prise en charge qui reviennent. Et là, si on compare tout ça, je vous ai refait un graphe parce que c'est plus visible, et ben on voit que on a l'impression que ça influence totalement beaucoup plus. Les internes pas mal, les médecins encore plus, la vision des patients au milieu, et moins soi-même. Et les courbes rouges qui sont le contraire, c'est l'inverse. Et au final, c'est ce qu'on appelle l'illusion d'unique invulnérabilité, que Paul vous détaillera plus en profondeur dans son intervention. Donc en fait, en résumé, ça influence les autres, mais ça ne nous influence pas nous. C'est ça, Paul, je ne vais pas le spoiler plus.
Et deux questions. Est-ce qu'au final, rencontrer un visiteur médical sur un lieu de stage, c'est quelque chose de normal? On voit que pour les internes sondés, la majorité ne sont pas d'accord. Donc ça soulève des questions. Et donc le devoir de réserve devrait être un peu plus connu. Et par contre, est-ce qu'un professionnel de santé portant sur lui un objet à visée publicitaire, un stylo, bloc-notes, un labo, est quelque chose de normal? Ça, entre guillemets, ça choque un peu moins, parce que vous voyez qu'il y a ceux qui sont totalement d'accord sont pareils, mais dans ceux qui ne sont pas d'accord, ils sont un peu moins pas d'accord, entre guillemets. Il y a plus de pas d'accord que de pas du tout d'accord. Et donc en résumé de cette enquête, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un sujet d'actualité évident qui concerne aussi les internes en psychiatrie. Bon, là, c'est une palissade. Les internes sont exposés quand même en psychiatrie de manière assez importante à ces interactions. En particulier, les prospectus, la visite médicale, les invitations à repas, les staffs sponsorisés. Le refus n'est pas anecdotique, compliqué à dire. Bien au contraire. En particulier, le refus est plus important pour les visites sur les terrains de stage, les invitations au repas, les stands lors des congrès, on est un congrès, et l'accès aux symposiums organisés lors des congrès, on est un congrès. L'impression d'unique invulnérabilité est à nouveau retrouvée ici, et les ressources sur le sujet sont globalement peu connues. Le plus connu reste Transparence Santé Gouv, mais Eurofordox gagnerait à être plus connu, parce que on a plus de données de manière plus simple. Presque un tiers des internes ont reçu une formation sur l'indépendance, sur les conflits d'intérêts, les liens d'intérêt, et surtout l'immense majorité aimerait en recevoir une autre ou davantage. Et on peut se poser la question d'une perte de l'image du visiteur médical et de l'industriel de la santé. Et on peut se poser la question de comment ça va évoluer avec les modifications introduites, notamment dans la loi Ma Santé 2022. Voilà, je vous remercie. Merci Robin. Alors c'était très clair, enfin, en tout cas moi j'ai trouvé ça très clair. Je vous propose peut-être de passer directement aux questions. Je ne sais pas si on parlait plus, s'il y a des questions dans la salle. Oui, je pense qu'il faut se mettre au micro qui est juste devant là. Voilà. Est-ce que tu peux remettre juste ta diapo juste devant? Laquelle? Juste la dernière. La synthèse? Bonjour. Amélie Lebon, je suis psychiatre, pédopsychiatre en santé, bref, on s'en fiche. Merci Robin, merci à la FEP d'organiser ce petit temps. Juste une question, est-ce que tu peux, ou alors j'irai voir de moi-même, Eurofordoc, est-ce que c'est là où il recense tout, non mais c'était passé très vite, mais juste, il recense en fait combien on a perçu, parce que tu sais, des fois, nous les médecins, Alors, pour faire simple, ce qui est déclaré, c'est la transparence. Je parle vous me corrigez. Les déclarations sont faites via Transparence Santé. En fait, c'est là les industriels, quand vous signez, etc., c'est transmis là-dedans. Et Eurofordoc extrait la base de données de transparence, corrige, effectue des modifications. Donc, entre guillemets, c'est les données de transparence toilettées et mis de manière un peu plus sexy. Mais les données, quand vous signez, c'est dans Transparence Santé. Et donc, si c'est dans Transparence Santé, de facto, c'est dans Eurofordoc. En fait, Eurofordoc a été créé parce que la base Transparence Santé, c'est pas très ergonomique, c'est compliqué d'y accéder, on doit cocher plein de cases, et en fait, l'idée, c'est de rendre ça plus attrayant. D'accord. Voilà. Donc là, on voit ce qu'on a touché, si on a mangé ou des choses comme voilà. ça. Voilà. D'accord, ok. Et la différence entre avantage, convention et rémunération. D'accord. Et après, la deuxième question, c'était par rapport au tiers des internes. Là, je voyais des chiffres. Un tiers des internes a reçu une formation sur... alors, qui la donne? C'est la fac? C'est qui? Alors, on voit qu'il y a une grande majorité qui est dans le... En fait, là, on voit premier, deuxième cycle. En fait, premier, deuxième cycle, on en a la plus grande partie, c'est premier, deuxième cycle. Il y en a quand même 18 dans le troisième cycle. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'actuellement, c'est surtout dans ces deux parties-là. Après, on avait beaucoup de questions, mais on aurait pu dire quel type de formation. Est-ce que c'est des médecins, des universitaires? Est-ce que c'est des assos? Est-ce que c'est des choses comme ça? Et puis après, on pourra rajouter que... Oui. C'est un labo qui va être formé sur... On peut imaginer, hein, c'est une sensibilisation sur les liens et conflits d'intérêts. Après, ça sera assez rigolo, mais en soi, ça pourrait être le cas. Et après, on peut se poser la question même s'il n'y a pas une nouvelle chose qui va gonfler ces chiffres-là dans la troisième présentation. D'accord.
Merci. Et puis, en tout cas, j'ai pas connaissance de ça sur la faculté à Nantes. Merci. Bonjour, je suis interne à Saint-Étienne et je vous remercie beaucoup pour la présentation. Je ne pourrais pas rester pour la suite, malheureusement, je dois aller filmer mes collègues qui interviennent sur d'autres congrès. Je n'ai pas pu passer le questionnaire sur Saint-Étienne, donc je me retournerai vers mes collègues de mon asso, la ZIPSI, en fait, parce que peut-être que ça a été perdu dans le flot de mail. 1%, il n'y a pas eu beaucoup de répondants, effectivement. Ouais, et du coup, pourtant j'essaie de faire gaffe à mes mails, donc soit je ne l'ai pas vu passer, soit il y a eu un couac. Donc je me retournerai vers eux, ouais. Pourtant ça m'aurait intéressé. Et est-ce que vous savez si dans la loi qui vient de passer, les démarcheurs médicaux, enfin des labos n'ont plus le droit de venir, n'ont plus de démarcher dans les services ou pas? Ils ont le droit. C'est les hospitalités. C'est les hospitalités qui sont internes. D'accord. Hospitalité, c'est tous les trucs, repas, hébergement, déplacement, toutes ces choses-là. Mais en soi, ils peuvent faire une formation, s'il n'y a pas d'erreur, elles peuvent avoir lieu, mais les gens doivent se déplacer, ils ne doivent pas héberger, ils ne doivent pas nourrir, et ils ne doivent pas... Voilà. D'accord. Ok, ça marche. Et je suis plutôt agréablement surpris parce que il y a quand même plus d'internes que ce que moi j'ai pu voir sur le terrain. J'ai fait un aperçu en Martinique où je trouvais qu'il y avait un peu cette même passivité vis-à-vis de ça, avec l'unique invulnérabilité, je ne connaissais pas le terme, mais je trouve que ça décrit bien un peu la sensation des collègues qui y vont, qui se disent bah, c'est de la bouffe gratuite, et puis qui vont à la présentation et que c'est bien malheureux de ne pas avoir l'esprit critique là-dessus. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci à toi. Bonjour, merci Robin. Donc, je suis Jean-Michel Benater, je suis médecin libéral en gastro-entérologie à Nice et ma déclaration d'intérêt, en fait, c'est sur les 3 ans précédents. C'est 65 € d'avantage avec un buffet à 18 € et 2 enquêtes à 47 €. Et donc, 2 réflexions. La première, c'est qu'à Nice, donc on essaye de développer une nouvelle approche du partenariat patient. Et donc, j'essaye de lutter contre le mot prise en charge dans les diapositives et dans les conférences. Et on préfère l'accompagnement du patient dans ses soins, par exemple. Et donc, il faut savoir que tous les mots peuvent véhiculer une certaine philosophie. Donc, si je peux intervenir sur l'intitulé des diapositives, ça serait un plaisir. Et la deuxième, c'est que je veux ramener une interaction que j'ai eue avec une patiente, je crois, il y a une quinzaine de jours, où au cours de la phase de décision partagée, de choix éclairé, en fait, j'ai été voir avec elle sur le site transparencesanté.gouv les liens d'intérêt de son spécialiste. Et puis on a vu que c'était sur plusieurs pages, il y avait une quarantaine de liens d'intérêt. Je lui ai demandé de prendre ça en compte dans sa décision. Voilà. Donc j'ai interagi avec transparencesanté.gouv et une patiente. Voilà, je voulais ramener cette expérience. Merci. Merci beaucoup. Commentaire, Robert? Non, c'est bon. Pas de problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non. Ok. Bon, pour des questions de temps, je vous propose qu'on passe à la présentation suivante et puis on se refera un petit lot de questions-réponses globales à la fin. Donc, je vais vous présenter l'intervenant suivant, donc, qui est Paul Schaeffer, qui est docteur en sciences de l'éducation, qui est récemment élu président du Formindep. Donc, je pense qu'il va vous présenter le Formindep juste après, donc je ne vais pas en parler moi. Qui, ça y est, du coup, j'ai oublié ma 3e ligne, et qui est chargé de mission à prescrire. Paul, je t'en prie. Voilà, merci. Merci à vous d'être là. Moi non plus, je n'ai pas de lien d'intérêt avec les industriels des produits de santé. Je ne suis pas médecin, comme vous l'avez entendu, mais je le déclare à chaque fois quand même. C'est toujours important de savoir qui parle et d'où il parle. Et la déclaration des liens d'intérêt, c'est pas une banalité. En tout cas, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire le lien avec ce qui s'est passé avec ce cancérologue de renommée mondiale dont on s'est aperçu qu'en fait, pour des douzaines d'articles, il n'avait pas cité ses liens d'intérêt. Donc c'est José Baselga qui a dû se retirer du Sloan Kettering
aux États-Unis suite à cette révélation. Donc voilà, ça reste un sujet d'actualité et qui a de nombreuses implications dont on va voir un peu aujourd'hui. Bon, je vous rassure tout de suite, ce monsieur a été embauché par AstraZeneca juste après. Donc, ça n'a pas été trop difficile pour lui, j'ai l'impression. Je fais le lien avec la psychiatrie, parce que je vais quand même essayer de centrer mon intervention sur la psychiatrie, pour rappeler que parmi les procès majeurs, il y a pas mal, ces dernières années, il y en a un certain nombre qui ont concerné des antidépresseurs et des médicaments plus spécifiques à la psychiatrie, avec la gabapentin, avec la paroxétine. Donc, vous voyez, c'est quand même des sommes assez astronomiques. Maintenant, on atteint plusieurs milliards de dollars dans les procès. Alors malheureusement, ça n'a pas vraiment une vertu pour essayer d'empêcher que ça continue, parce qu'en général, les laboratoires ont provisionné à l'avance des sommes pour faire face à ces procès-là. Donc ça ne les empêche pas de vraiment continuer pour l'instant. Et Lilly, là c'est avec le olanzapine, donc là aussi ça continue. Et puis en 2012, il y a eu une condamnation de plus de 3 milliards, qui était la condamnation record pour aussi la paroxétine, toujours. Voilà. Donc, oui. La stade juste avant. Celle-là. Deroxa, il risque de suicide à Paris. On va y revenir. On va y revenir par rapport à cet aspect en particulier chez les adolescents un peu plus tard. Donc ça c'est un petit graphe proposé par le BMJ pour donner une petite vue d'ensemble des mécanismes d'influence. Alors évidemment, on ne va pas tout décrire dans cette petite intervention d'aujourd'hui. On va se concentrer sur ce qui porte sur la recherche, sur la production du savoir médical, parce que c'est de là d'où découlent énormément de choses, des recommandations de bonnes pratiques, des revues systématiques. Donc évidemment, tout ce qui est basé sur les essais cliniques et leur production conditionne beaucoup de choses par la suite. On parlera un petit peu de cost writing qui est en haut à droite. On parlera aussi, vous voyez, au milieu, l'aspect suppress, donc de supprimer des données, en tout cas de ne pas faire apparaître certaines données scientifiques. Ça, c'est des choses qui me semblaient vraiment importantes à signaler aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est la première partie. Donc là, vous avez peut-être vu passer ça parce que ça a pas mal tourné, notamment sur les réseaux sociaux. C'est Eric Turner, un médecin qui s'occupe un peu de tous ces sujets-là, qui montrait les essais cliniques sur les antidépresseurs entre ceux qui sont positifs et ceux qui ne sont pas positifs. Alors ça, c'est ceux qui ont été publiés dans des journaux, dans des très bons journaux médicaux. Donc là, il apparaît qu'une grande majorité des essais sont positifs, sauf qu'on peut comparer ça avec les données brutes de la FDA, et là, on voit que le tableau n'est pas du tout le même. Donc ça, c'est la différence, c'est ce qu'on appelle le biais de publication, entre ce qui est publié dans les journaux et ce qui est souvent beaucoup mis en avant. Et en plus, les résultats positifs sont 3 fois plus cités. Donc vraiment, il y a un biais comme ça qui va amplifier les résultats positifs par rapport à ce qui n'est pas, par rapport à des essais négatifs qui sont jamais publiés. Et voilà, donc c'est comme si ça n'existait pas. Donc en gros, ça c'est la conclusion de l'article qui résume les deux graphes d'avant. Donc dans ce qui était publié dans la littérature, ça faisait apparaître 94% des essais étaient positifs, mais si on compare avec les données de l'FDA, on arrive juste à 50%, 51%. Donc c'est vraiment une autre image. Donc là, ça permet quand même de rappeler l'importance de la campagne All Trials, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a été lancée par le médecin Ben Goldreich et d'autres pour essayer qu'il y ait un registre de tous les essais cliniques qui soient quelque part pour qu'on sache justement que certains essais sont en cours ou ont été lancés pour avoir une meilleure vision des essais existants sur un médicament donné. Et il y a aussi une autre initiative qui est moins connue, qui s'appelle la Europe Initiative, Restoring Invisible and Abandoned Trials, qui, eux, militent pour avoir accès aux données brutes des essais. Et pas seulement d'avoir un registre des essais en cours, mais d'avoir vraiment accès aux données brutes pour faire des analyses complètes. On va donner un exemple par la suite. Voilà, d'ailleurs on y arrive. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu cette actualité, ça c'était en 2015.
Et donc le BMJ a publié voilà, ces données, un article de gens qui ont justement été dans cette initiative de Restoring Invisible and Abandoned Trials, de Riot, par rapport à la paroxétine, où en fait ils ont demandé pendant très longtemps, ils ont mis énormément de temps, mais ils ont réussi à avoir accès aux données brutes de l'essai clinique qui a contribué à répandre, à vraiment diffuser la paroxétine. Donc ça avait été publié en 2001, c'était l'article de Keller qui est très connu. Et donc, eux, ils ont accès aux données brutes, ça a mis énormément de temps, et à la fin, ils avaient 77 000 pages de documents à analyser. Ils ont mis plus d'1 an pour analyser tout ça, et voilà, ça a été publié dans le BMJ. Alors ça, c'est l'article de Keller, vous voyez, donc avec je crois qu'il y a 22 auteurs, c'est vraiment des grands noms de la psychiatrie. Là, c'est par rapport à des effets de l'antidépresseur chez les adolescents. Donc ça avait été publié dans le journal de psychiatrie des enfants et des adolescents, ça avait fait grand bruit à l'époque. Sauf que ce qui est apparu, en fait, donc là c'est l'article justement du BMJ avec Peter Doshi, c'est que ce manuscrit, en fait, aucun des 22 auteurs n'a contribué à l'écriture du document, enfin de l'article. Ça avait été écrit par quelqu'un qui est à l'intérieur qui fait partie de JSK, de GlaxoSmithKline. Et donc là, c'est un exemple flagrant de ce qu'on appelle le ghostwriting, que vous connaissez peut-être, que vous ne connaissez pas. En fait, les firmes payent des auteurs qui vont écrire des articles scientifiques, et après, ces articles sont envoyés à des grands professeurs qui posent leur signature sur ces articles-là. Donc ça, évidemment, c'est vraiment un cas c'est un cas de fraude vraiment très problématique. Je vous renvoie vers les travaux sur le ghostwriting qui ont été publiés, notamment l'étude de Joseph Ross, qui date un petit peu, parce que je crois qu'elle est de 2004, mais qui, pour lui, en fait, il y avait un article sur 6 par rapport au questionnaire qu'il avait envoyé, au retour qu'il avait eu, qui était sujet à du ghostwriting. Donc c'est quand même vraiment un problème. Et je peux poser une question? Oui. Bon, pardon. Mais en fait, ils lisent l'article, ceux qui apposent leur signature? Non, pas forcément. Ah bon? Ils ne le critiquent pas, ils ne peuvent pas renvoyer une... Alors, il y a eu un exemple avec le professeur David Ely, qui justement est quelqu'un qui, il a fait partie avec Peter Doshi de cette enquête. Donc lui, il est vraiment un peu au cœur de tout ça. Et un jour, il a accepté justement de faire du ghostwriting pour un laboratoire. Et justement, il a joué le jeu. Mais il a dit, moi, ça m'intéresse, mais par contre, j'ai relu l'article et justement, j'aimerais faire telle et telle modification. Et en fait, on ne l'a jamais rappelé par la suite, et c'était quelqu'un d'autre qui a signé l'article à sa place. Donc c'est un des articles connus en tout cas. Donc là, par rapport à toute cette histoire, qui pour moi est vraiment emblématique, ce travail d'enquête là sur la paroxétine, il n'a pratiquement jamais été refait. Donc c'est quand même vraiment intéressant de s'y plonger. Donc David Ely a donné une conférence là en octobre à Lyon. Je vous invite vraiment à l'écouter, c'est une conférence d'1 heure où il raconte toute cette enquête. C'est un vrai roman policier, malheureusement c'est pas un roman justement, c'est une enquête policière concrète. C'est assez désarçonnant, mais pour moi c'est un miroir vraiment un petit peu des dessous de comment peut se faire la recherche médicale quand elle est pilotée ou dans des intérêts qui ne sont pas forcément celui du patient. Je voulais revenir aussi sur, à la fin, j'ai mis l'exemple de spin. Le spin, c'est une manière de tourner les choses d'une manière plus favorable, notamment, c'est beaucoup utilisé dans les résumés. Il y a beaucoup de résumés d'articles qui apparaissent favorables, alors que quand on lit vraiment l'étude, finalement c'était négatif. Et là, en fait, dans cette étude-là, toute cette enquête a pu commencer grâce à une journaliste qui s'est interrogée en voyant l'article de Keller. Dedans, il était écrit que les patients, les adolescents qui prenaient les médicaments, souvent ils étaient plus emotionally labile. Donc, en fait, les médecins n'ont pas trop tiqué là-dessus, ça leur a semblé pas très important. Et cette journaliste, elle dit, mais c'est quoi ça? Et elle a commencé à écrire aux auteurs pour leur dire, mais j'aimerais bien savoir, expliquez-moi, je ne comprends pas. Et en fait, ce qui est apparu, c'est que c'était le risque suicidaire qui était nommé comme ça, qui était double, voire triple avec les médicaments. Donc c'est une manière, j'ai mis une diapo, désolé pour la qualité.
Je trouvais ça intéressant parce qu'il y a quelques années, vous l'avez peut-être vu passer, il y a eu un témoignage assez inhabituel fait par un ancien président d'un laboratoire pharmaceutique. Pour le cas, c'était le directeur de Eli Lilly Suède, John Dirapen, qui a écrit un petit peu ses mémoires en disant que bon, bah, pour lui, les méthodes de l'industrie étaient allées trop loin, notamment justement parce qu'elle visait de plus en plus les enfants et les adolescents, et lui-même était père, donc ça lui posait un problème. Et je vous invite vraiment à lire, ça a été traduit en français. Alors c'est assez, le titre et l'image elles sont assez en dedans, mais je vous invite vraiment à lire ce témoignage parce qu'on n'en a pas beaucoup. Et en fait, c'est lui qui a contribué à mettre le Prozac sur le marché dans les années 70, si je me rappelle bien. Et il a lui-même contribué à faire le dossier, et il dit dans son livre, en tout cas, qu'il décrit un petit peu comment il avait vraiment bidouillé le dossier, et surtout comment il avait corrompu l'expert de l'agence Suède qui devait, lui-même, en fait, comment il avait corrompu l'expert qui devait juger la qualité du médicament en le rencontrant, en lui donnant de l'argent, en s'intéressant vraiment à ce qu'il faisait dans la vie, etc. Donc il décrit un petit peu comme ça. Et en tout cas, lui dit que ce sont des pratiques régulières. Enfin, en tout cas, ce n'est pas du tout un cas isolé. Donc ça laisse aussi sous-entendre que la corruption et les pratiques d'influence voilà, sont très, très régulières. Donc là, bon, ça c'est les côtés vraiment les plus sombres. Je me suis dit que ça pouvait vraiment être bien de parler aussi de psychiatres ou de médecins qui essayent de porter les choses dans l'autre sens. Et Daniel Carla est un psychiatre américain, surtout connu aux États-Unis, mais aussi un peu en Europe, qui a essayé justement de rétablir la balance, parce que lui-même en fait a travaillé pour les laboratoires. C'était quelqu'un d'assez critique, et il est allé à des conférences, enfin, il a été invité à des conférences. Et il savait que c'était organisé par des labos, mais il y avait un grand nom de la psychiatrie, donc il s'est dit, oh, ça peut être quand même intéressant, je vais aller voir. De toute façon, il était quand même assez critique, donc il était assez sûr de lui qu'il n'allait pas se faire embobiner. Et puis, il a assisté à la conférence, c'était pour la sortie d'un nouveau médicament, et puis a priori, justement, ça allait être mieux pour les patients, mieux toléré, ça semblait vraiment une bonne nouvelle, quoi. Donc il s'est dit, bon, c'est bien, il y avait des super belles courbes, des trucs vraiment qui paraissaient carrés. Et c'était tellement quand même un progrès qu'il s'est dit, bon, après, on lui a proposé d'être consultant pour le laboratoire, et il s'est dit, oui, tiens, je vais former mes collègues à ce médicament, ça va dans l'éthique, vu que ça sera pour le progrès des patients, tout ça. Et il a fait ça pendant des années. Et en fait, au bout d'un moment, il y a eu des contre-études qui ont montré que ces études-là étaient mal faites, qu'il y avait eu justement aussi du spin et d'autres choses qui remettaient en question finalement la validité de ce médicament. Et il a eu vraiment un grand cas de conscience, il a tout arrêté. Et il a écrit sur cette expérience un article qui s'appelle Drug Red, qui a été publié dans le New York Times en 2009, que le format net a traduit en français. Je l'ai mis à la fin de la salle, je vous invite vraiment à le lire. Pour moi, c'est un témoignage très très fort, où il essaye de mettre en garde justement aussi les jeunes générations, en fait, que même quand on se croit critique, on peut se faire emporter par des stratégies marketing qui sont très bien rodées. Et c'est là où on rebondit sur le principe d'unique invulnérabilité. Et lui, en tout cas, je trouve que c'est un exemple, un aîné qui vaut le coup d'être lu et d'être suivi par rapport à ça. Et de se dire que si lui a été embobiné, peut-être qu'on peut l'être aussi. Et suite à ça, en fait, il a organisé une marche de la honte pour se repentir, entre guillemets, quoi. Donc il a publiquement, quoi, il a fait cet événement pour dire qu'il était vraiment honteux d'avoir fait ça et que ces pratiques-là étaient vraiment problématiques. Et, parmi les actions qu'il fait aujourd'hui, il écrit une newsletter pour ses collègues pour les informer. Et il a contribué aussi à des actions portées par les étudiants américains qui sont favorables à une plus grande indépendance par rapport au laboratoire. Vous ne savez peut-être pas, mais en fait, l'Association américaine des étudiants en médecine est à la pointe des actions et des réformes pour essayer d'avoir une formation plus indépendante, quoi. Eux, ils ont lancé leur campagne au niveau fédéral en 2007, donc ça fait déjà depuis presque 15 ans qu'ils bossent vraiment très activement là-dessus. Donc ça, c'était pour montrer un petit peu au niveau de la production médicale, du savoir médical, comment ça pouvait se construire, les problèmes qu'il pouvait y avoir. Après, moi, je voulais rebondir aussi sur un deuxième problème, c'est que même quand la science est bien faite, elle n'est pas toujours suivie des faits. Donc ça, c'est un autre problème. C'est ce que l'hématologue
Vinay Prasad, aussi un Américain, appelle le Medical Reversal. C'est un bouquin qu'il a écrit, je crois qu'il a été publié l'année dernière ou il y a 2 ans. Je l'invite vraiment à lire. Donc il explique un peu tout ce procédé-là et différents essais cliniques qui ont montré, en fait, qui ont remis en question des pratiques communément faites. Et finalement, même s'il y a eu des essais cliniques qui ont été justement robustes, critiqués, qui auraient dû marquer un tournant dans les pratiques médicales, ben, il y a plein de cas où finalement ça n'a pas été le cas. Donc il interroge ça et il essaie de trouver des solutions pour que les pratiques médicales évoluent plus rapidement dans l'intérêt des patients. Alors là, il y a un exemple aussi qui est l'étude All Arts. Je ne sais pas si ça vous parle. C'était une étude avec une cohorte de 42 000 patients aussi aux États-Unis. C'était financé sur financement public. Ils ont été suivis pendant 10 ans, si je me rappelle bien. Et ça comparait 4 médicaments dans l'hypertension, 2 anciens, dont des diurétiques, et 2 nouveaux. Et en fait, contre toute attente, lorsque cette étude a été publiée, c'est les diurétiques qui se sont avérés les meilleurs. Et donc ça avait fait grand bruit parce qu'en gros c'était les médicaments les moins chers, les plus anciens, donc ceux qu'on connaissait le mieux, qui s'avéraient les meilleurs. Donc c'était vraiment une grande remise en question par rapport à des médicaments top modernes, innovation, etc. Et par contre, ce qui est apparu, c'est que malgré cette étude, des pratiques ont peu changé par la suite, parce que c'était les médicaments nouveaux qui étaient le plus marketés et promus par l'industrie pharmaceutique. Et donc, voilà, malgré une science très intéressante, les pratiques de marketing ont perduré, quoi, et les prescriptions des autres médicaments ont perduré. Donc voilà, et puis donc on retrouve aussi le cas avec la paroxétine, basé sur l'étude 329 dont je vous parlais tout à l'heure, où en fait aux États-Unis, chez les adolescents, ça reste un médicament en augmentation. Notamment chez les jeunes filles, c'est le médicament le plus vendu aux États-Unis. Donc malgré des publications dans le BMJ et d'autres, des fois ça ne suffit pas. Et aussi, ça remet en question cette idée que la science se corrige forcément d'elle-même, qu'il va y avoir des progrès scientifiques qui vont venir corriger ce qu'on ne sait pas. Dans plein de cas, en fait, c'est même l'inverse qui arrive. C'est même un programme de recherche, un domaine de recherche qui a été créé, qui s'appelle l'agnotologie. Ça a été lancé par l'historien des sciences Robert Proctor de Stanford, où lui, il démontre justement comment la science peut obscurcir, comment des procédés scientifiques peuvent obscurcir la connaissance et la quête de vérité, quand justement il y a aussi beaucoup d'intérêts privés qui sont en jeu par différentes méthodes dont on a un petit peu parlé aujourd'hui. L'agnotologie. Il y a un livre qui s'appelle Agnotologie où il parle de tout ça. Ça n'a pas été traduit en français par contre, c'est en anglais. Voilà, je voulais aussi rebondir, vu que Prescrire vient de sortir sa liste des médicaments à écarter, j'ai vu qu'il y en a, je ne sais pas si vous êtes habitués à les voir, mais en tout cas c'est par spécialité, donc il y en a une qui est sur la psychiatrie et la dépendance, quoi. Donc je crois qu'il y avait une dizaine de médicaments cette année sur la liste écartée d'après Prescrire. Et je voulais terminer aussi sur une mise en garde, on ne répète jamais assez, c'est qu'il faut vraiment faire attention aux nouveaux médicaments. Évidemment, on souhaiterait tous que des nouveaux médicaments apportent des progrès, ça crée de l'espoir chez les soignants, chez les patients, pour que les choses aillent vers le mieux. Donc forcément, il y a des ressorts qui peuvent nous pousser à essayer d'être favorables par rapport à des nouveautés. Mais c'est rarement le cas, comme vous le savez sans doute, en termes de médicaments qui apportent une amélioration du service rendu. Il y en a à peine entre 5 et 10 par an, donc c'est quand même très rare les médicaments qui apportent vraiment un grand progrès. Et en général, le consensus est de dire que plutôt il est urgent d'attendre, c'est-à-dire qu'il faut souvent laisser au moins 2 ans aux nouveaux médicaments pour voir dans la vie réelle, puisqu'en plus les essais cliniques c'était sur un échantillon qui est souvent très sélectionné, des fois qui est fait juste sur quelques semaines, quelques mois. Donc évidemment la vie du médicament est très différente une fois qu'il est mis sur le marché. Donc l'intégration des nouveaux médicaments devrait être faite de manière très prudente. Et là, j'ai demandé à des collègues qui sont plus compétents que moi au niveau de la psychiatrie. Moi, je m'intéresse à ces questions d'un point de vue un peu général. Donc j'ai demandé à des gens plus renseignés que moi de me parler un petit peu de ce qu'ils avaient en tête par rapport à la psychiatrie. Et l'exemple qui leur venait, c'était l'eskétamine, qui est en train d'arriver un petit peu en force.
Et je ne sais pas si vous avez vu cet article dans Le Monde en avril, où en fait c'était décrit comme la nouvelle révolution. D'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau médicament, le discours est à peu près le même. C'est révolutionnaire, c'est plus simple pour les patients, c'est plus efficace. C'est toujours le même discours. Pour la paroxétine, c'est exactement la même chose. Donc voilà, c'est toujours la même chansonnette. Et quand on compare l'article du Monde avec les données de la FDA, avec les données de la FDA, on peut se dire que quand même ils sont beaucoup moins. Ça n'a pas l'air d'être aussi à casser la baraque. Comme ça, quoi, hein. Donc il y a un essai positif, deux négatifs, des essais qui sont quand même assez courts, des effets indésirables fréquents. Donc, voilà, tout ça, ça tendrait plutôt à se dire qu'il faudrait être prudent, quoi. Voilà, je vais m'arrêter là. Vous avez le contact du format DEP si vous avez des questions ou envie de nous écrire. D'ailleurs, je n'ai même pas parlé du format DEP, je vais en profiter maintenant, ça doit être bien. Le format DEP, c'est une association qui regroupe à la fois des soignants, mais aussi des citoyens, des patients. C'est une association qui a été créée en 2004 par le médecin généraliste Philippe Foucras. Et c'est une association qui s'occupe justement de parler des problèmes liés au conflit d'intérêts ou aux informations biaisées par des intérêts commerciaux pour essayer de rétablir la balance dans l'intérêt plus du patient, quoi. Donc on fait une veille un peu d'articles scientifiques et autres sur le compte Twitter du format DEP, qui est assez fourni, même peut-être des fois trop, j'imagine. Il y a tellement d'actualités, il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait un article ou d'autres qui traitent de ces sujets-là, donc il y a quand même beaucoup de choses à relayer, quoi. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là. Je vous remercie. Merci Paul. Alors sur le même format que tout à l'heure, je vais vous proposer de poser des questions si vous en avez, sinon j'en ferai moi. Des questions ? Non. Ok, bon, je vais en poser une rapide. On a vu tout à l'heure avec Robin que les internes étaient plutôt intéressés pour se former sur les questions d'indépendance. Est-ce que le format DEP propose par exemple des sessions de formation, des choses comme ça spécifiquement pour les internes? Est-ce qu'il y a des choses un peu travaillées ou... Alors oui, alors nous déjà on essaie de favoriser ça à travers le classement des facs qu'on réalise. Donc on a fait un premier classement en 2017 qu'on a publié dans PLOS ONE, on en a fait un deuxième en 2018. Donc ça c'est pour essayer de favoriser voilà, que ces sujets-là soient mis à l'ordre du jour de la conférence des doyens, puis aussi que les étudiants ou les enseignants puissent avoir de l'appui pour proposer des cours, plus de cours là-dessus. Et au-delà de ça, c'est vrai que le format DEP, depuis l'année dernière, on essaie de favoriser des interventions au niveau local. Donc on a une 60aine de membres qui se sont dit prêts à faire des interventions s'ils sont contactés par des antennes locales proches de là où ils habitent. Donc on essaie de mettre en lien nos adhérents ou nos membres du CA avec des étudiants intéressés par ces questions. Donc il ne faut pas hésiter à nous inviter, à être en contact avec nous. On essaiera de venir autant qu'on peut. Et d'ailleurs, Prescrire c'est pareil. Prescrire essaie de se rendre plus disponible par rapport aux interventions avec des étudiants. Donc voilà, entre Prescrire et le format DEP, déjà il y a des chances de trouver quelqu'un pour aborder ces sujets. Robin, une question, mais après une petite question plus à la salle, parce que déjà je te remercie Paul pour l'intervention. C'est pas la première fois que je t'écoute, mais à chaque fois il y a toujours des trucs nouveaux, donc c'est passionnant. Moi, il y a une question que je me pose et que je voudrais solliciter la salle, c'est par rapport à ces études qui sont quand même un petit peu anciennes. Nous, en simple interne, c'était arrivé entre guillemets avant. Est-ce que ces choses-là, c'est des choses qui sont notoirement connues pour vous dans votre exercice quotidien? Est-ce que, par exemple, ces études-là, vous les avez découvertes là, ou c'était déjà des débats qu'il y a eu par le passé? Tu parles de quelles études? Des études qui ont été critiquées, notamment par rapport à la paroxétine? Oui, notamment celle-là. Voilà. C'était juste avoir... parce que c'est... Et du coup, merci beaucoup Paul, parce que ça m'a permis de comprendre quelque chose. Je pense que je travaille avec quelqu'un qui a connu l'étude en 2001 quand c'est sorti, que le déroxate faisait un tabac, que c'était sympa à prescrire pour les jeunes, voilà. J'ai un collègue qui prescrit tout le temps ce traitement-là. Il faut que j'arrête de dire paroxétine, pardon. Mais en fait, il n'est pas lié. Enfin, moi, j'ai retrouvé des jeunes filles qui n'étaient pas bien avec ces molécules-là. Et en fait, je pense que je vais rentrer et je vais lui parler de ça et de l'effet que ça peut... Bon, on sait que les antidépresseurs chez les adolescents, il faut être vigilant. Donc, normalement,
il faut mettre un anxiolytique majeur, parce que justement ça peut faire augmenter les idées suicidaires, il y a un éventuel passage à l'acte, on sait tout ça, on fait attention, mais d'autant plus, non, moi j'avais pas notion de ça, donc merci, et puis je vais le diffuser d'abord quand je vais revenir. Par contre, nous, normalement, ce qui est préconisé, c'est la fluoxétine, c'est elle qui a la même, et du coup, on doit aussi s'en tenir à ça, il faut juste être vigilant. Après, on peut aussi prescrire hors AMM. Par exemple, mon collègue, je sais qu'il met tout de suite en première intention la fluoxétine. Je le ferai pas forcément. Voilà. Merci. Merci. Merci Paul. Donc, je voulais savoir si on peut disposer plus tard de cette communication que je trouve extraordinaire. C'est pour ça qu'on l'a filmé. Je crois que les gens de la fête vont la mettre à disposition. Et puis je crois aussi Mathias Girel, qui est un philosophe de la gnotologie justement, dit qu'on a maintenant toute cette connaissance, mais on reste impuissant malgré cette connaissance. Et voilà, comment faire par rapport on va dire, à la force des laboratoires, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ce que fait la FACA, en éveillant les esprits. C'est sûr que ces débats-là, moi j'ai fait, je ne me suis pas présenté aussi sur cet aspect-là, mais j'ai fait une thèse en sciences de l'éducation sur comment on pourrait former les étudiants en médecine à être plus indépendants par rapport à l'industrie pharmaceutique dans leurs études initiales. Donc j'ai passé 6-7 ans à lire plein de trucs sur ce sujet-là. Et en gros, ce que j'ai pu me rendre compte, ce que je ne me souvenais pas au départ, c'est qu'il y a eu des études sur l'influence de l'industrie pharmaceutique qui remontent aux années 50, 60. Depuis 50 ans, on a accumulé un corpus de connaissances sur les stratégies marketing, mais qui est phénoménal. Et ce qui est fou, c'est que ce soit aussi peu traduit en termes d'enseignement après pour les futurs médecins qui profitent de cette connaissance. Voilà, donc ça c'était un des paradoxes que j'ai étudié dans ma thèse. Et donc ça fait depuis, c'est sûr, des décennies qu'on est en lien avec cette industrie pharmaceutique qui est très puissante, qui a bénéficié en plus de toutes les stratégies marketing, notamment l'industrie du tabac et d'autres qu'elle a pu après employer pour ses propres pratiques. Et là, je ne sais pas si vous avez vu, vous n'avez sans doute pas vu, mais hier soir, il y a des gens du BMJ, notamment autour de Ray Monahan, qui est un Australien, un senior du BMJ, qui ont lancé un appel international qui s'appelle Pathways to Independence. En gros, ils ont fait une liste, que ce soit au niveau de la recherche, de l'éducation et de la pratique, de ce qui pourrait être fait pour favoriser l'indépendance. Parce qu'en fait, en 2009, il y a eu un rapport de l'Institute of Medicine, c'est l'Académie de médecine américaine, sur les conflits d'intérêts, qui a été un rapport majeur, c'était 400 pages vraiment très complète sur ce sujet-là, en montrant qu'il y avait vraiment une urgence, que c'était très important. Et donc là, on est 10 ans plus tard, et malheureusement, les choses ont un peu évolué, mais pas tant que ça. Donc là, ils ont fait un appel très fort en listant des actions concrètes pour chacun des domaines qui leur semblent prioritaires et faisables, en donnant des exemples aussi de ce qui se fait dans certains pays qui pourraient servir à d'autres. Donc il y a cette initiative qui me paraît vraiment, qui va monter en plus, je pense, en puissance, parce qu'il y a eu un appel du BMJ, d'ailleurs peut-être que ça vous intéressera, parce que la deadline est le 15 janvier, à des contributions en termes d'articles ou d'articles d'opinion dans tous ces domaines, donc la recherche, l'éducation et la pratique, sur des exemples de choses qui pourraient nourrir ce débat-là et favoriser des initiatives. Donc le BMJ, à mon avis, là, début 2020, va rendre un peu public tout ça. Et là, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment partis en campagne et j'espère que ça portera des fruits. La deuxième chose que moi je vois qui est vraiment en évolution, c'est ce qui se passe au niveau des étudiants. Il y a une prise de conscience qui est vraiment plus forte, notamment grâce au travail qu'ont fait les Américains. En fait, les Américains ils font un classement des facultés de médecine en fonction de leur politique de gestion des conflits d'intérêts depuis 2007. Ils font un classement annuel. Et en 2007, tout le monde avait la pire note, avait F, même Harvard, parce que personne ne faisait rien et tout le monde s'en fichait. Et grâce à ce classement, avec l'écho médiatique qui a eu dessus, il y a eu des articles New York Times sur Harvard et d'autres choses, et aussi l'application des étudiants de cette association des étudiants en médecine américaine, et en 2015, il y avait 2 tiers des facs qui avaient une politique de gestion des conflits d'intérêts jugée exemplaire, en tout cas vraiment robuste.
Donc en moins de 10 ans, ils ont réussi, en tout cas, à faire changer, au moins sur le papier, la considération de ces sujets-là. Et en fait, nous, on s'est inspiré de leur travail. En France, on a fait un classement des facs basé à peu près sur les mêmes critères, on a un peu adapté, on s'est inspiré de cette méthodologie. Et on a déjà eu des effets quand même assez importants avec une prise de position de la conférence des doyens qui ont écrit cette charte éthique, qui est, à mon sens, la meilleure charte qui existe au monde, même par rapport à des facs américaines. Sur le papier, c'est la politique de gestion des conflits d'intérêts qui me semble la meilleure. Et nous, ça a été un peu différent en France, parce qu'au lieu que chaque fac fasse sa politique de gestion des conflits d'intérêts, il y a eu la conférence des doyens qui a publié ça, et ça a été adopté au niveau national, et toutes les facs ont signé. Donc là, en une année, c'est comme si toutes les facs étaient passées de 0 à la meilleure note possible. Sauf qu'en fait, nous, on s'est dit non, mais ça ne marche pas comme ça, c'est trop facile. Et donc maintenant, on fait un classement des facs en fonction de s'ils appliquent la charte. Donc on travaille avec la NEF, avec l'ISNAR, donc avec les associations d'étudiants, pour qu'ils nous fassent des retours fac par fac de ce qui se passe vraiment dans leur fac, et si la charte que les doyens de leur fac ont voté, enfin que leur conseil de fac a voté, est vraiment mise en place. Donc ça fait partie des démarches qui essayent de faire un peu avancer les choses. Et la bonne nouvelle que je peux vous apporter, c'est que moi j'ai passé pas mal de temps l'année dernière à essayer de faire connaître ça à d'autres pays. Et les Allemands, les étudiants allemands viennent de publier leur premier classement des facs avec une campagne nationale. Ils ont eu des articles dans les plus grands médias allemands. Il y a des gens intéressés en Autriche, il y a des gens qui ont commencé à le faire en Italie, en Espagne, non pas au Danemark, en Australie peut-être aussi. Donc ça fait partie d'une initiative qui est en train de se répandre et on espère que, ça va vraiment se poursuivre. On va passer à la question rapidement. Ouais, juste rapidement la question et après. Oui, c'est pas une question, c'est un témoignage. Allez-y. En fait, je suis pédopsychiatre et je participe régulièrement à des concours en France. Et je suis formée aussi avec toutes les techniques de suggestion, qui marchent, etc. Ça, je suis un peu avertie par rapport à ça. Et l'année dernière, j'ai participé à un congrès international sur l'hyperactivité de Lisbonne. J'ai pensé que je vais apprendre beaucoup de choses sur ce congrès-là. Et bizarrement, deuxième jour, et j'ai jamais vu ça en France, mais c'était avec une grande salle avec 3000 personnes, c'est des pédopsychiatres ciblés en premier aussi des psychiatres. Il y avait vraiment une ambiance pour présenter une présentation pour un médicament médical. Et c'était avec la musique, avec la couleur, ils ont distribué avant qu'on montre des paliers. C'était jovial, mais c'est la première fois que j'essaie un truc et je regardais autour de moi, les personnes étaient choquées par le truc. Et c'était la musique, mais on disait c'était une salle de spectacle. Du coup, je suis revenue en France, au service, et je me suis aperçue quand même, parce que ce congrès-là, je l'ai financé moi-même. Mais le congrès d'avant, le congrès international de pédopsychiatrie qui était à Prague, c'est un laboratoire qui m'a proposé tout l'hébergement, l'inscription, parce que l'hôpital ne prend pas en charge tout ce qui est international. Donc je trouvais ça intéressant. Et là, en route, j'ai compris un tout petit peu le travail. Effectivement, j'ai pensé comme on disait tout à l'heure, que je n'étais pas touchée par le fait que je sois imprégnée, parce que là, ce délégué qui passait régulièrement, avec un certain contact, qui avait des congrès, etc. Et en fin de compte, j'ai pris un tout petit peu de recul, je m'aperçois que j'ai prescrit beaucoup ce traitement-là que le laboratoire vient de présenter durant une année. Alors que ce n'était pas dans mes habitudes de prescription les années avant. Et là, ça m'a quand même donné un choc. Je me suis dit quand même, même si on est protégé un tout petit peu les pédopsychiatres, on n'a que ce délégué-là qui vient, parce qu'on est un tout petit peu tranquille nous par rapport au traitement. Mais quand même, je me suis dit, malgré le fait qu'on essaie de faire attention à tout ça, et c'est pas aussi évident de rester quand même un peu à l'écart de tout ça. Et du coup, là, aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses. Je vous dis franchement, il y a plein de choses que je ne connaissais pas du tout avant. Et j'étais contente là de ce congrès. Je pense que c'est la première fois où je vois un thème pareil. Et j'étais intriguée quand même. Je me suis dit, je vais aller voir un peu de quoi s'agit-il parce que j'ai jamais vu, j'assiste régulièrement à l'encéphale, à tout. J'ai jamais vu une session comme ça. Là, c'est pour ça que je dis, allez, ça a l'air quelque chose qui peut m'intéresser. Et je ne regrette pas parce que j'ai appris énormément de choses que je ne connaissais pas du tout. Et ça va continuer avec Marco. Merci pour votre retour et puis ça sera à faire passer le message parce qu'il y a d'autres sessions indépendances en congrès CFP. Nous on est partants, faites passer le mot.
Merci beaucoup pour vos interventions. Merci Paul. Je vais rapidement passer la parole du coup pour essayer de gagner un petit peu de temps à Marco Romero, qui est médecin généraliste et qui est maître de conférence associé au département de médecine générale de Bordeaux. Et donc il va nous parler justement de formation. Bon, je voulais remercier déjà la fête de m'avoir invité. Je suis quand même si c'est pas beaucoup de monde, il n'y a que la crème qui est là. Et donc c'est quand même pas très souvent effectivement qu'on aborde ce thème-là dans d'autres spécialités que la médecine générale. La médecine générale, ça commence à faire un petit peu son chemin, mais du coup, voilà, quand je vois ça, je me dis qu'il y a du travail donc, et que c'est très bien parce qu'on a beaucoup de choses à proposer. Bon voilà, peut-être qu'il y aurait eu plus de monde si ça avait été Irène Frachon, parce qu'elle est quand même médiatiquement plus connue que moi. Mais bon, je vais essayer de quand même de me substituer à Irène. Et même si moi je ne suis pas lanceur d'alerte, hein, je suis juste un enseignant en médecine générale, et donc mon rôle n'est pas le même. Moi, je ne fais pas du militantisme, je suis censé donner des preuves de ce qu'on fait. Alors. Donc voilà. Donc je suis maître de conférence au département de médecine générale de Bordeaux et on a monté une formation qu'on appelle la FACRIP, qui est la formation à l'analyse critique de la promotion pharmaceutique. Suivant. La petite flèche sur le côté. La petite flèche sur le côté. En bas. Bon, on va cliquer dessus. Alors, les liens d'intérêt, bon, forcément, il faut déclarer ces liens d'intérêt. Donc, les liens d'intérêt, moi, je n'en ai pas, mais c'est bien beau de le dire, mais encore faut-il le prouver. Donc, pour le prouver, moi, je vous conseille effectivement deux sites, le site transparence.gouv et un autre site peut-être encore mieux qui est Eurofordoc, dont Romain a parlé tout à l'heure, qui effectivement mouline les données de transparence.gouv pour les rendre beaucoup plus accessibles, parce que si vous allez sur transparence.gouv, vous verrez que c'est quand même très compliqué d'avoir accès aux données. Et l'avantage d'Eurofordoc, c'est que ça fait en fait des additions. D'accord? Donc en fait, c'est un informaticien et une journaliste du journal Bastamag qui ont mis ça en place, Rosanne Le Saint. Et du coup, on a accès à des données de manière très facile. Il suffit d'avoir un compte internet, un compte mail, et puis vous pouvez y accéder. Bon, mes liens, ils sont avec Paul, je le connais depuis un petit moment parce j'avais déjà présenté la FACRIP au Formandep. Mes liens, c'est que je suis adhérent au Formandep une année sur deux quand j'oublie pas de payer ma cotisation. Et mes liens, c'est que pour venir ici, le congrès m'a payé le billet d'avion. J'ai le billet d'avion parce que je repars ce soir. Voilà, et donc, peut-être qu'indirectement, du coup, j'ai des liens, puisque on sait que les laboratoires sont très présents dans ce congrès. Alors, pourquoi ce projet? Déjà, la promotion pharmaceutique, c'est une information médicale pour les professionnels de santé. Elle est omniprésente parce qu'il y a des visiteurs médicaux, parce qu'il y a des leaders d'opinion, parce qu'il y a des congrès qui sont financés. Et elle a une influence qui est avérée sur les prescriptions. Et ça a été prouvé dans de multiples études, dont la dernière, en fait, qui date d'il y a quelques mois, sur le BMJ, avec une étude brestoise de médecins généralistes, qui a fait un peu le buzz et qui montrait qu'il y avait un lien, sans prouver qu'il y avait une causalité, entre les liens des médecins avec leurs prescriptions, en se basant sur les risques. Et puis, bon, c'était une étude française. L'originalité, c'est que c'était une étude française et que les études françaises sur ce sujet-là, il n'y en a pas beaucoup, c'est surtout des études américaines, et donc c'était bien qu'ils le fassent. L'exposition aussi aux étudiants, elle est précoce dès les premières années même d'externat, et elle va croissante, tout le long du cursus. Elle est fréquente parce que, comme l'a montré Romain tout à l'heure, la très grande majorité des étudiants sont exposés en fait à l'industrie pharmaceutique. Et ensuite, elle constitue ce qu'on appelle le hidden curriculum, c'est-à-dire le curriculum caché, c'est-à-dire que ça fait partie du cursus, c'est une norme acceptable. Donc les enjeux de la faculté qui sont multiples, d'abord éthique, préserver l'indépendance des médecins, j'accomplirai ma mission voilà, en toute indépendance, c'est le serment d'Hippocrate, on l'a tous dit celui-là. Sanitaire également, parce qu'on sait que la promotion pharmaceutique en fait est à l'origine de plusieurs scandales, de plein de scandales sanitaires. Donc à l'époque c'était le Vioxx, aujourd'hui on parle beaucoup du Mediator, et demain il y aura encore des scandales, forcément.
Et puis économique, parce que comme on l'a dit, effectivement, il y a des répercussions sur notre système de santé. Et puis on sait qu'il y a une insuffisance de formation des professionnels de santé, ça a été traduit dans beaucoup d'études, et puis surtout il y a une volonté forte, et la FEP en est un signe, qu'il y ait une volonté forte des étudiants de se former sur ces sujets. Donc en fait, ce projet, il est né en 2015. Au début, l'idée c'était de faire une formation sur la visite médicale, et puis on est allé beaucoup plus loin en proposant un projet beaucoup plus global sur la promotion pharmaceutique. Donc il y a eu 14 membres qui ont travaillé là-dessus, avec 6 thèses de médecine générale qui ont été mises en place, et des réunions trimestrielles de coordination. Nos deux principales références, c'était, on en a parlé tout à l'heure, le guide de l'OMS, comprendre la promotion pharmaceutique et y répondre, et également les travaux de l'AMSA, de l'association médicale, l'association des étudiants en médecine, qui effectivement, comme l'a dit Paul, ont beaucoup travaillé sur ce sujet. Et d'après les recommandations de l'Institute of Medicine et de l'American Association Medical College. Et puis, on a mis en place surtout des méthodes pédagogiques actives. C'est-à-dire que notre formation, ce n'est pas juste donner des diapositives, etc. Je vais vous en parler tout à l'heure. On a mis en place des méthodes pédagogiques innovantes parce que pour intéresser les étudiants et avoir une meilleure approche pédagogique. Donc, objectif d'apprentissage. Je vais vous parler un petit peu rapidement des chapitres. Je ne vais pas tout vous détailler parce qu'en fait, il y a 14 heures de cours, donc je ne vais pas faire ça en 10 minutes. Mais au moins vous donner les principaux chapitres, le contenu rapidement, avec les méthodes pédagogiques qu'on a utilisées. Alors, le premier chapitre, c'est identifier les techniques marketing qui influencent l'usage des médicaments dans sa pratique quotidienne, en prenant conscience d'abord, en faisant prendre conscience de sa vulnérabilité vis-à-vis des techniques d'influence qui sont utilisées par l'industrie pharmaceutique. Pour ça, chaque étudiant, avant d'arriver en cours, a préparé une petite situation ponctuelle d'expériences qu'ils ont eues, de contact avec l'industrie pharmaceutique, et il la rapporte à l'ensemble du groupe. Et en fait, ça nous permet de voir qu'effectivement, tout le monde a été confronté un jour ou l'autre en fait, à cette influence. Et donc, ça leur permet un petit peu de travailler, de débriefer sur ça. Et ensuite, maîtriser les techniques marketing et les preuves de leur influence. Donc, on leur fait de la lecture d'articles. Donc, avant le cours aussi, ils ont des articles à analyser. Un article de PLOS ONE, un autre du JAMA et le nouveau, là, du BMJ, qu'on va leur mettre en place. Donc, c'est pour ça que c'est une formation qui est en constante évolution parce qu'on s'adapte à chaque fois aux nouvelles parutions et à la nouvelle législation. Et ensuite, une synthèse sous forme d'un diaporama. Donc, ce premier diaporama, on parle des données économiques de l'industrie pharmaceutique, des échantillons gratuits, des cadeaux, des repas financés par l'industrie, des remises accordées aux pharmacies hospitalières, de la formation des étudiants et de ce que vous avez parlé tout à l'heure, de l'illusion de l'unique invulnérabilité. Ensuite, on fait un petit sous-chapitre sur organiser une stratégie de réponse à la promotion pharmaceutique, avec là encore un diaporama où on parle des initiatives comme le Formandep, on présente le Formandep, on présente le livret et les travaux de la troupe du rire, on présente l'AMSA et puis également des initiatives comme le No Free Lunch qui a été repris notamment par l'ISNAR-IMG qui est l'association des internes en médecine générale. Le deuxième chapitre concerne la communication avec le visiteur médical. D'abord, on va essayer d'identifier les techniques de communication et les outils qui sont utilisés par le visiteur médical. Donc pour ça, on a fait en fait une fausse visite médicale, on a tourné une visite médicale qui est un jeu de rôle. Et en fait, les étudiants font un premier visionnage de la visite médicale et ensuite doivent essayer de percevoir les techniques qui sont utilisées, les données qui sont données par la visite médicale, etc. Maîtriser les enjeux de la visite médicale, donc là on fait une autre séance pédagogique, on fait une discussion-débat avec ce qu'on appelle la technique du débat mouvant. Donc en fait, on pose une question, dois-je ou non avoir des contacts avec l'industrie du médicament? Et puis chaque interne va donner un argument, et puis les autres internes doivent se positionner en faveur ou en défaveur de cet argument-là. Et donc on a ce qu'on appelle la technique, une technique du débat mouvement, donc qui est une pédagogie qui est très intéressante et qui est assez rigolote parce que les internes se marrent bien à le faire. Et puis ensuite, l'organisation de la profession de la visite médicale et la réglementation de la profession du visiteur médical. Donc là, on fait un diaporama
où on présente le métier, qu'est-ce que c'est qu'être visiteur médical, les outils qui sont à disposition du visiteur médical, la personnalisation de la visite médicale, les techniques de communication, la charte de la visite médicale. Donc si ça peut en motiver quelques-uns à changer de voie, peut-être. Voilà. Troisième chapitre, toujours dans la première journée, ça, juger la sécurité et l'efficacité d'un traitement. Donc déjà, on va parler des étapes du développement d'un médicament. Donc là aussi, on a un diaporama où on parle d'essais cliniques, d'autorisation de mise sur le marché, de commission de transparence avec les notions de SMR, service médical rendu, ASMR, amélioration du service médical rendu. On parle du prix du médicament avec le rôle du comité économique des produits de santé, du coût de production, des concepts de MeToo. Voilà, donc il y a tous ces concepts-là qui sont abordés dans ce chapitre. Ensuite, on fait analyser aussi des supports publicitaires. Donc là, on leur donne en fait des plaquettes de pub, des laboratoires, et on leur fait analyser les publicités. Qu'est-ce que contient la publicité, les graphiques, les images, voilà, et les données qui sont données. Donc on les fait décortiquer ça pour essayer vraiment de critiquer des supports publicitaires. Et ensuite, on a un diaporama où on parle des critères éthiques de l'Organisation mondiale de la santé avec les composantes des publicités, c'est-à-dire les graphiques, les textes, les références, les photographies et les images. Et puis ensuite, on finit par un dernier sous-chapitre où on réalise un exercice de déclaration de pharmacovigilance. Donc là, on fait un cas clinique, et à la fin du cas clinique, il y a une déclaration, donc c'est une histoire de tramadol et d'hypoglycémie, et qu'est-ce qu'il faut faire à la fin? Donc il gère l'hypoglycémie, très bien, tout ça, bon, c'est fini, non, il faut déclarer, effectivement, parce qu'il était diabétique, il a pris du tramadol, il a fait une crise hypoglycémique, donc il faut déclarer l'effet indésirable en pharmacovigilance. Et donc on leur donne ensuite un exercice à faire pour la session suivante, pour la journée suivante, de faire dans leur pratique une déclaration de pharmacovigilance, parce qu'on sait qu'un médecin généraliste qui voit à peu près 24 patients par jour voit globalement entre 2 et 3 effets indésirables par jour qu'il pourrait déclarer au service de pharmacovigilance. Et on sait à quel point les déclarations de pharmacovigilance sont peu faites. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Alors, par toute spécialité confondue, d'ailleurs, psychiatre, médecin généraliste, etc. Là, on passe à la deuxième journée. Deuxième journée, les dispositions réglementaires en matière de gestion des liens d'intérêt et de régulation de la promotion pharmaceutique. Là, on fait ce qu'on appelle des buzz groups. Donc, des buzz groups, c'est-à-dire c'est des groupes de bourdonnement. Donc, on fait des petits groupes internes et ils doivent donner des définitions de qu'est-ce qu'un lien d'intérêt, qu'est-ce qu'un conflit d'intérêt, parce qu'il y a une différence entre les deux, qu'est-ce qui différencie un lien et un conflit d'intérêt. Et ensuite, on leur demande de donner un exemple médiatique en fait, de lien et de conflit d'intérêt. Alors, médiatique qui soit dans le cadre de la médecine, mais qui peut être hors médecine. Donc, il y en a beaucoup qui vont nous sortir des Air Paris ou les costumes de Fillon, etc. D'accord? Donc, c'est pour bien définir et savoir que le lien et le conflit d'intérêt n'est pas spécifique à notre monde. Donc, on fait ces deux groupes et on fait une synthèse commune. Ensuite, connaître les textes réglementaires qui concernent la prévention des liens et des conflits d'intérêts, avec un diaporama où on va donner les différentes définitions qui ont été données, des liens, des conflits d'intérêts, les évolutions de la loi. C'est pour ça aussi que notre formation a une constante mouvance, parce que ça change, quoi. Jusqu'au dernier en fait, amendement du gouvernement dont on a parlé tout à l'heure, effectivement, qui dit que les internes ne peuvent plus recevoir de cadeaux ou d'hospitalité de la part des firmes. Et d'autres, ensuite, on a un autre sous-chapitre avec des activités en lien avec les préventions des liens et des conflits d'intérêts. Donc, on visite le site, par exemple, Eurofordoc. Donc là, les internes vont sur le site donc, affiché, et puis ils tapent le nom. Donc souvent, ils tapent les noms des collègues, ils vont taper le nom du PU, ils tapent mon nom à moi. Et voilà, et on visite un petit peu le site Eurofordoc. On fait également maintenant une analyse critique de la charte de la conférence des doyens. Avant, on faisait une analyse critique d'une charte de l'université américaine de Pennsylvanie qui était bien. Et maintenant, justement, comme l'a dit Paul tout à l'heure, on a notre propre charte, celle de la conférence, qui est très peu appliquée. Nous, on a au département de médecine générale, ça y est, on a décidé de le mettre sur le site du département de médecine générale, mais quand on en parle aux doyens, il ne sait même pas où elle est. Donc c'est difficile à trouver. Donc ça, on fait une analyse critique par petits groupes et ils analysent la charte. Et ensuite, on fait un diaporama sur effectivement la prescription en DCI. D'abord, on parlait de paroxétine de déroxate. Oui, c'est important de parler de DCI. Et donc, on dit pourquoi et on explique pourquoi est-ce que c'est important de parler en DCI.
parce que ça évite des erreurs, et parce que si on parlait en DCI, peut-être qu'on aurait évité certains scandales comme le Mediator, le benfluorex, qui dit bien que c'est un dérivé de la fenfluramine et donc qui est un anorexigène. D'accord ? Donc d'où l'importance de parler de la DCI. Hop. Le 5e chapitre concerne l'identification des conflits d'intérêts dans sa pratique quotidienne et organiser sa formation médicale continue. Donc là, on utilise une méthode qui est l'aide à la résolution clinique et on fait un diaporama. Donc là, c'est sur un message promotionnel. Donc là, c'est quelqu'un qui veut, je crois qu'il me semble que le cas clinique, c'est quelqu'un qui veut absolument arrêter de fumer, qui veut absolument son Champix parce que sa meilleure amie lui a dit que le Champix était génial. Et donc, le but de cet exercice, c'est de déconstruire le message médiatique qui est apporté par le patient. Et donc ça, c'est quelque chose qui aide et qui est utile, c'est un outil utile aux médecins de tous les jours. Et donc, un diaporama où on parle des publicités pour le grand public, les sites internet qui ciblent directement les pathologies, l'impact de la promotion indirecte, et on parle également des associations de patients, car les associations de patients sont très souvent financées par les industriels, contrairement aux associations de victimes, qui elles, victimes notamment des erreurs, des effets secondaires des médicaments, qui elles ne le sont jamais. Et puis les stratégies à adopter. Ensuite, connaître les principes du DPC avec identifier les sources de biais, organiser sa formation continue, parce que le but également, c'est de donner des clés aux étudiants pour qu'ils organisent leur formation médicale continue de manière la plus indépendante possible. Donc on fait une analyse critique, notamment des programmes de congrès, donc c'est intéressant de regarder les programmes congrès du CFP, pour voir les partenaires du CFP. D'ailleurs, il a fallu que je cherche beaucoup, je suis allé sur le site internet. Quand on va sur partenaires, on ne trouve pas du tout les partenaires, il faut vraiment aller sur le programme et puis voir effectivement les symposiums pour voir finalement qui sont les partenaires et puis les remerciements sans qui ce congrès n'aurait jamais eu lieu. Donc ça, c'est intéressant d'analyser congrès par congrès, voir où sont les choses, où sont les financements, mais également des sociétés savantes. Donc on va sur le site de la Société européenne de cardiologie, de la Société française de cardiologie, l'Association française des diabétiques par exemple, et puis on recherche, voir comment est-ce que les financements sont bien décrits, etc. On va aussi sur le site de Prescrire, ou sur le Formandev, où on voit que c'est beaucoup plus clair, les choses sont beaucoup plus claires. Quand il y a du flou, il y a un et ensuite un diaporama où là on parle de formation indépendante, donc on parle de la revue Prescrire, on parle de BIP 31, de la revue Minerva, de la revue Cochrane par exemple. On parle également de lecture critique d'articles et on parle également des méta-analyses et de leur biais. Donc ça a déjà été un petit peu évoqué tout à l'heure par Paul, la multiplication des essais favorables aux médicaments, la non-publication des études non favorables ou encore la neutralisation des chercheurs. Et ça c'est quelque chose, ce sont des pratiques assez courantes. Et ensuite également des informations qui sont à destination des patients sur Internet. Donc comment est-ce qu'on peut orienter les patients sur les sites internet qui valent le coup, ceux qui ne valent pas le coup. Voilà, donc ça c'est une autre partie. Et puis ensuite, identifier les biais dans les publications et l'influence de l'industrie pharmaceutique sur les publications. Et là on parle effectivement dans ce diaporama des limites, des recommandations de la haute autorité de santé. Alors ça c'est toujours une partie qui est un petit peu compliquée à digérer pour les internes, parce que la haute autorité de santé et les recommandations de la haute autorité de santé, c'est quelque chose qui est un petit peu inviolable, intouchable, quoi, hein. C'est les recommandations de bonne pratique. Sauf qu'on sait qu'il y a des recommandations de la HAS qui sont abrogées de temps en temps parce qu'il y a des liens d'intérêt. La dernière recommandation de la HAS sur les dyslipidémies a été abrogée parce que ceux qui avaient fait la recommandation avaient des gros liens d'intérêt avec les fabricants de statines. Répondre à la demande d'un patient à la suite d'un message médiatisé. Donc là, on repasse sur un autre jeu de rôle. C'est ce qu'on appelle des trinômes tournants. Donc on fait des petits groupes de 3 étudiants, un étudiant et le médecin, un autre et le patient, et puis un autre et un observateur. Et on mime en fait une situation clinique en fait, qui dure 5 minutes, 5-10 minutes, où, alors sur 3 thèmes différents. D'abord, il y a un patient qui vient avec sa fille parce que pour un certificat, et puis on lui parle d'hépatite B, il refuse l'hépatite B parce que la fille est en plaque, etc. Donc le médecin doit déconstruire un petit peu ce message-là. Au bout de 10 minutes, on change de thème. Le médecin devient patient, le patient observateur, l'observateur devient médecin. Et on part sur un autre thème, sur l'homéopathie avec le vaccin, entre guillemets, homéopathique, hein, et le vaccin grippal.
Et puis ensuite, on fait le même travail, et ensuite on fait pareil sur la vaccination HPV. Voilà, ça c'est le trinôme tournant. Ensuite, on fait une analyse de situations médiatiques qui ont révélé des conflits d'intérêts. Donc là, on a un diaporama où on parle d'affaires Vioxx notamment, des affaires Neurontin. Alors, on ne parle pas trop de l'affaire Mediator parce qu'en fait, l'affaire Mediator, si on suit bien cette formation, on comprend très vite l'affaire Mediator. Donc il n'y a même pas besoin d'en parler. On pourra en parler dans quelques années quand on va faire évoluer notre formation, mais pour l'instant, on n'en parle même pas. On parle des affaires Vioxx et Neurontin, et sur ces affaires, notamment, ça peut permettre de décrire d'autres techniques d'influence que sont l'école, les key opinion leaders, les leaders d'opinion, les prescriptions hors AMM, dans l'affaire du Neurontin par exemple, les notions de ghostwriting dont a parlé Paul tout à l'heure, les écrivains fantômes, et on parle également de la notion de disease mongering, le façonnage de maladie. C'est-à-dire que le façonnage de maladie, donc c'est quelque chose de génial, c'est on ne trouve plus de médicaments, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inventer une maladie et on va mettre un ancien médicament dessus, et voilà, et le tour est joué. Donc des exemples, il y en a plein. On peut sortir par exemple l'éjaculation précoce, où on a ressorti la dapagliflozin, un vieil SRS, qui est psychiatre, et puis voilà, c'est un médicament pour l'éjaculation précoce qui fait gagner 30 secondes aux hommes sur l'éjaculation, donc quelque chose de fantastique. Voilà, donc c'est un exemple de disease mongering. Et puis on finit donc là on est à la fin des 14 heures, donc là c'est quand même une formation un peu intense, ils sont lessivés, et nous aussi. Et on termine un peu en douceur en faisant une analyse critique en fait d'une vieille vidéo, parce que maintenant elle commence à dater, 2009 je crois, qui s'appelle Médicamenteur. Je ne sais pas si vous connaissez, mais elle est très bien faite. Elle est disponible sur YouTube, Médicamenteur. Et alors ça date un peu parce qu'il y a encore les anciennes sigles, ASTAT, etc. Mais dans cette vidéo, on retrouve tout le schéma en fait, tout le processus, et ça permet de résumer un petit peu notre formation. Donc je vous conseille d'aller le voir, c'est très bien fait, c'est très didactique, et voilà. Et donc on fait une petite analyse critique de cette vidéo. Et on finit par un petit QCM de 40 questions, une sorte de test de lecture. Donc, l'état des lieux actuel, donc c'est une formation maintenant qui est intégrée au diplôme d'études spécialisées de médecine générale de Bordeaux, qui est obligatoire pour tous les internes de médecine générale depuis novembre 2019. C'est une formation de 14 heures qui est répartie sur 2 journées, qui est proposée sur différentes CPL, donc commissions pédagogiques locales, en fait, sur différentes villes de la région de l'Aquitaine, Bordeaux, Agen, Mont-de-Marsan et Pau. Moi je m'occupe de celle de Mont-de-Marsan essentiellement, qui est limitée à 20 étudiants par séance, parce que comme vous l'avez vu, on a plein de petits ateliers, plein de méthodes pédagogiques, donc on ne peut pas avoir de gros effectifs. Qui est animé à chaque fois par 2 enseignants. Et à ce jour, il y a plus de 300 étudiants en médecine générale, plus de 300 internes qui ont bénéficié de cette formation. Et on a une capacité de formation. Je vais te demander d'abréger un petit peu parce aux étudiants en pharmacie et aux étudiants du 2e cycle, aux internes de toutes les spécialités, j'en reviendrai tout à l'heure, et le développement de la faculté dans les autres facultés françaises. Et puis une étude sur l'impact à plus long terme. Donc la IFACRIT, c'est ce qu'on est en train de développer, c'est une formation en e-learning qui va être disponible à partir du début 2020, qui est développée en collaboration avec le service de pharmacologie du CHU de Bordeaux, via une plateforme qu'on appelle Formedoc, et une équipe en fait, qui s'occupe de la conception, de l'hébergement et de la maintenance, qui est de santé, en cours de validation DPC. Et l'objectif est de proposer gratuitement à tous les internes de toutes les spécialités cette formation, et également à tous les médecins seniors, médecins et hors médecins. Donc les projets annexes, c'est la journée de l'indépendance en médecine en Aquitaine. Il y a déjà eu la première en 2018, la prochaine sera en 2020. Et participer à un groupe de travail sur la mise en place d'une politique universitaire de prévention des conflits d'intérêts. Voilà. Merci beaucoup. On est un petit peu en retard, on a beaucoup mangé sur la section suivante, donc je vous propose de prendre juste une question et qu'après on fasse plutôt de la discussion à l'extérieur avec les orateurs si vous le souhaitez, s'il y a une question rapide. Oui, allez-y, la prochaine question. Sophie Lisée, je suis pharmacien dans un centre hospitalier en psychiatrie à Bonne. Je vous remercie pour ces présentations, c'était vraiment brillant et super intéressant. Et je fais le lien avec notre future présentation là, qui va venir. C'est justement, je me demandais qu'est-ce que vous pensiez de la place du pharmacien pour aider le médecin à la lecture critique des études sur les médicaments. Parce que je pense que c'est indispensable que l'on soit là, notamment pour des visites des laboratoires, mais pas que, et pour vous aider en tant que partenaire à présenter les médicaments.
Alors la place des pharmaciens, elle est absolument essentielle, que ce soit en pharmacie de ville ou en pharmacie hospitalière. On a vu qu'il y a un des moyens d'influencer les prescriptions, c'est aussi le livret thérapeutique, quoi. Donc les pharmaciens ont une place qui est absolument centrale, parce qu'on sait que lorsqu'on fait des remises aux pharmacies hospitalières, c'est-à-dire que le prix des médicaments est très bas à l'hôpital, souvent il est beaucoup plus important en ville, quoi. Donc, la place du pharmacien est essentielle. Et la place du pharmacien, elle est essentielle en ville, lorsqu'il faut parfois donner un petit coup de fil au médecin en disant bah, tiens, là, la balance bénéfice-risque de ce médicament, est-ce qu'on ne peut pas en parler, etc. Donc, pour moi, le pharmacien, c'est le spécialiste du médicament. Et donc, s'il y en a bien un qui doit être averti des techniques d'influence, c'est lui, en plus du médecin, bien sûr, mais il a un rôle complètement primordial. D'où notre intérêt d'essayer d'imposer cette formation dans le cursus de pharmacie, mais vous savez qu'il y a des réticences pour beaucoup de réticences, notamment en pharmacie, parce que vous savez que la charte, notamment des doyens, a été signée par les facs de médecine et d'odontologie, mais pas par les facs de pharmacie. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Merci beaucoup.